8h11, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, le regard libre d'Elisabeth Lévy reviendra sur le principe de précaution. Est-ce que ça va trop loin sur l'AstraZeneca? En attendant, c'est à la une. Et c'est aujourd'hui que les députés se prononcent sur le projet de loi constitutionnelle inscrivant la préservation de l'environnement à l'article 1 de la Constitution. On peut en parler ce matin. Pierre-Alexandre Anglade est avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes député et rapporteur du texte de loi. Oui, à quoi ça va servir précisément, justement, d'inscrire cela à l'article 1 de la Convention? D'abord, je rappelle d'où vient la proposition. C'est une proposition des membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui avaient proposé dans leurs 149 propositions d'inscrire la préservation de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique à l'article 1er de la Constitution. Pourquoi l'article 1er? Parce que l'article 1er, c'est celui qui énonce les grands principes de la République française. La République est démocratique, laïque, sociale. Et donc on souhaiterait, et les citoyens ont fait cette proposition, et le président de la République a souhaité la reprendre, inscrire la préservation de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. À quoi ça va servir? Ça va servir à ce que, dans les décennies à venir, l'ensemble de l'action publique, qu'elle soit nationale ou locale, ne puisse plus se détourner de l'urgence écologique. Ça veut dire très concrètement que les pouvoirs publics, dans la mise en œuvre des politiques qu'ils auront à déployer au niveau national ou dans les territoires, devront se préoccuper de la préservation de l'environnement. Oui, mais alors certains détracteurs disent c'est déjà adopté dans la charte de l'environnement de 2004, par exemple. Donc à quoi ça sert d'aller plus loin? Oui, souvent ceux qui vous disent ça, ce sont souvent les élus du parti Les Républicains. Ce sont celles et ceux qui, au fond, une vision un peu sceptique de ce que devrait être la transformation écologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Et ils se trompent, parce qu'effectivement, la charte de l'environnement de 2004 était une avancée importante portée par le président Chirac, la droite, à l'époque. Mais depuis lors, il y a un événement majeur qui a changé, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Depuis 2004, on a vu les températures augmenter, les océans s'élever, la sécheresse augmenter, et cette charte ne fait pas mention à la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, il y avait urgence à l'inscrire dans notre Constitution. Oui, mais alors, ils disent aussi qu'ensuite, il pourra y avoir une interprétation floue, éventuellement, libre interprétation aussi des juges, et puis on va développer une écologie avant tout punitive. Non, c'est une erreur. Et d'ailleurs, c'est une... ce sont leurs arguments. Oui, mais c'est une erreur de leur part. Et c'est une vision, je trouve, assez restrictive de ce que doit être la transition écologique dans notre pays. Il y a cette idée, au fond, qui serait de dire qu'il ne peut pas y avoir de progrès, il ne peut pas y avoir d'industrie qui ne se fasse pas contre le climat. Alors moi, ma conviction, elle est radicalement différente. On peut créer des emplois nouveaux dans l'électrique, dans l'industrie, dans l'hydrogène, qui soient des emplois d'avenir et qui n'aillent pas contre le dérèglement climatique. Donc cet argument ne tient pas. Et puis ensuite, d'un point de vue juridique, constitutionnel, on va dire, le juge, quand il aura interprété les différents principes, par exemple entre la préservation de l'environnement et la liberté d'entreprendre, il ne crée pas une hiérarchie. Il ne placera pas la protection de l'environnement au-dessus. Il conciliera toujours les différents principes constitutionnels en fonction des probablement, intérêts. Si c'est dans la Constitution, il ne prendra pas de risque et il risquera de figer beaucoup de choses, quoi. Non, vous ne pensez pas, notamment en termes d'industrialisation? Si on prend l'exemple aujourd'hui de ce qui se passe en Aveyron avec l'usine Bosch, notamment, qui faisait du diesel qui était un petit peu plus propre. Nous, on leur dit en France stop, résultat, ils s'en vont et on n'arrive pas à remplacer ces emplois. Est-ce qu'il n'y a pas des risques quand même à terme? Il n'y a pas de risque. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre une crise, la crise Covid, qui est en train de bousculer beaucoup de choses. Et donc, on voit bien qu'on est en train de changer de modèle économique et industriel. C'est le plan de relance, c'est France Relance, c'est 30 milliards sur la transition écologique, c'est des milliards aussi sur la réindustrialisation et donc pour créer des emplois verts. Et donc, ma conviction, c'est que nous avons intérêt à investir dans les décennies à venir, même dans les années à venir, même dans les mois qui viennent, là c'est en ce moment que ça se fait, sur les grandes industries de demain. Et donc, si concrètement un industriel demain veut s'implanter en France, veut développer des emplois, il pourra toujours le faire. Et il le fera comme il le faisait auparavant. Et le juge ne viendra pas vous dire non, attention, votre usine elle est trop polluante, vous ne pourrez pas le faire. Il y aura toujours un principe à concilier entre la préservation de l'environnement et la liberté d'entreprendre. Mais évidemment, et je pense que tout le monde en est conscient, eu égard à l'urgence climatique qu'on est en train d'affronter, il y a des évolutions nécessaires dans notre modèle industriel et ça passe aussi par une incitation législative. On ne se tire pas des balles par rapport à la concurrence étrangère, ce qui se passe en Asie par exemple, quoi. Alors sachant que la France fait déjà beaucoup d'efforts en matière de lutte contre le réchauffement, quoi. Vous avez raison, la France aujourd'hui est leader dans la lutte pour le climat. Et elle est leader et elle entraîne d'ailleurs dans son sillage l'ensemble de l'Europe. Moi je crois qu'il y a un modèle européen qui est singulier, qui est différent du modèle asiatique, qui est un modèle qui doit être capable de développer une industrie,
mais une industrie qui soit plus verte et qui soit d'investir dans les technologies d'avenir. Et on réussira dans le 21e siècle, on réussira à recréer de l'emploi dans notre pays si on est capable d'investir dans ces nouvelles technologies. C'est pas en investissant dans les industries des années 80 qui, au bout du compte, vont progressivement disparaître parce qu'elles sont pas soutenables. C'est quoi les industries des années 80 ? C'est des industries à forte valeur ajoutée qui polluaient beaucoup, la sidérurgie, le charbon dans certains pays européens. On voit bien que tout ça est en train d'évoluer et que les pays qui seront gagnants et qui sortiront gagnants de cette crise, celle qu'on est en train de vivre maintenant, la crise Covid, moi je considère que la crise Covid et la crise climatique est étroitement liée, eh bien, si nous investissons aujourd'hui dans les batteries électriques, ce que nous sommes en train de faire dans le nord de la France, dans l'industrie hydrogène, ce que nous sommes en train de faire, dans l'agriculture pour produire une nourriture qui soit encore plus de qualité qu'elle n'est déjà en France, eh bien on sera le pays gagnant de cette crise. Alors sur un plan politique, donc il y a ce vote aujourd'hui, ensuite le texte va aller chez les sénateurs, il reviendra à l'Assemblée, et il pourra y avoir un référendum, vous êtes optimiste pour ça ? Moi je le souhaite et je me bats pour qu'il puisse y avoir ce référendum parce que j'estime que c'est absolument fondamental. Vous voyez, on a des débats sur la transition écologique qui aujourd'hui parfois divisent. Et on a vu des moments de grande tension dans notre pays. Je pense à la crise des Gilets jaunes qui part à l'origine notamment de ces sujets-là. Et donc il y a besoin de débattre. Et en fait, en France, si vous y pensez bien, on n'a pas eu de vrai débat sur la transition écologique, sur ce que devait être la lutte contre le dérèglement climatique. Et je pense qu'un référendum est l'occasion pour le pays de dire quelle est sa vision de la transition écologique et de la lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce qu'il aura le temps de se tenir avant l'élection présidentielle ? Eh bien, c'est notre travail à nous, Assemblée nationale et Sénat, de nous entendre sur un texte commun pour que nous puissions le proposer aux Français au mois de septembre ou au mois d'octobre, en tout cas à la rentrée, pour qu'il puisse y avoir ce temps suffisant avant l'élection présidentielle. Il peut y avoir la navette entre le Sénat et l'Assemblée, il peut suffisamment rapidement. Il peut y avoir la navette, ça dépendra. Ça va bloquer quand même au Sénat, non ? Ça dépendra des sénateurs. Moi, j'ai envie de croire que les sénateurs ne sont pas simplement enfermés dans leur jardin du Luxembourg et qu'ils ont conscience dans leur territoire. Ils viennent des territoires, justement. Mais bien sûr, et ils ont les pieds fermement ancrés dans leur territoire. Et donc, ils savent déjà les ravages du changement climatique quotidiennement. Et d'ailleurs, pour certains, ils sont engagés dans ce combat depuis de nombreuses années. Et donc, moi, j'ai confiance dans les sénateurs. Mais à un moment donné, il ne suffit pas de dire j'ai confiance, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités devant le pays et devant l'histoire. Merci à vous, Pierre-Alexandre Anglade, d'être venu ce matin pour parler de ce projet, donc ce texte vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée.